Lors du dîner de famille, j'ai décidé d'annoncer ma grossesse à ma mère en premier, avant de l'annoncer à tout le monde. Mais elle a exigé que je reste silencieuse, et que je ne l'annonce pas. J'ai demandé pourquoi. C'est le premier bébé de la maison. Elle a crié, tes grands-parents offrent un chèque de 50,000 $ pour le premier petit enfant, et je veux que ta sœur tombe enceinte en premier pour qu'elle l'obtienne. Ferme-la. J'ai dit, ce n'est pas juste. Ma sœur nous a entendus et a crié, maman, il n'y a qu'un seul moyen de la faire taire. Elle a essayé de m'attraper alors que je courais. Puis, ma mère a jeté la bouilloire remplie d'eau bouillante sur ma tête. Je suis tombé en hurlant, tandis que l'eau brûlait ma peau. J'ai perdu connaissance à cause de la douleur. Toute la famille s'est précipitée pour voir comment j'allais, et ma mère a simplement menti en disant, elle a été imprudente. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, le médecin m'a annoncé une terrible nouvelle, j'avais perdu le bébé. Ma mère a chuchoté avec un sourire en coin, parfait. Maintenant, c'est ta sœur qui aura ses 50,000 $. Mais je n'en avais pas fini. J'ai décidé de tous les démasquer. Le dîner était censé être parfait. Je planifiais ce moment depuis des semaines, imaginant la joie sur le visage de chacun lorsque je partagerais ma nouvelle. Mon mari, Tyler, n'avait pas pu venir à cause d'une urgence professionnelle à Chicago, mais je me suis dit qu'annoncer notre grossesse à ma famille serait la meilleure alternative. La salle à manger sentait le poulet rôti et les pommes de terre au romarin, la recette de ma grand-mère, que maman préparait toujours pour les grandes occasions. C'était fin octobre, le 28 pour être exact, et l'obscurité précoce de l'hiver approchant s'était déjà installée sur le quartier. Je suis arrivé tôt, vers 17h30, portant une bouteille de cidre pétillant et vêtu de la nouvelle robe bleue que Tyler m'avait achetée le mois dernier. Mon cœur battait fort contre mes côtes alors que je franchissais la porte d'entrée de la maison de mes parents, dans la banlieue de Cleveland. Tout ressemblait exactement à ce que c'était durant mon enfance, les murs couleur crème couverts de photos de famille, l'escalier en chêne avec sa troisième marche qui grince légèrement, et l'horloge grand-père qui faisait tic-tac dans le coin. Maman était dans la cuisine, arrangeant des fleurs dans un vase en cristal. Elle a levé les yeux quand je suis entré, ses cheveux auburn tirés en arrière dans son chignon serré habituel, ses boucles d'oreilles en perles accrochant la lumière. « Tu es en avance », a-t-elle dit, d'un ton neutre. Je voulais te parler de quelque chose avant que tout le monde n'arrive. Ma voix est sortie plus tremblante que je ne l'avais prévu. On peut aller dans le bureau une minute? Elle m'a suivi dans le couloir, essuyant ses mains sur son tablier. Le bureau sentait encore les cigares de papa, même s'il avait arrêté il y a 5 ans. J'ai fermé la porte derrière nous et j'ai pris une respiration. Maman, je suis enceinte. 12 semaines. Tyler et moi l'avons découvert il y a 2 mois, et nous voulions attendre la zone de sécurité pour le dire à tout le monde. Je vais l'annoncer au dîner ce soir, mais je voulais que tu sois la première à le savoir. Je m'attendais à des larmes de joie, peut-être à une étreinte. Au lieu de cela, son visage s'est figé. Ses yeux verts se sont rétrécis en fente. Tu n'annonceras rien ce soir. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Quoi? Pourquoi pas? Parce que je l'ai dit. Elle a croisé les bras sur sa poitrine. Tu vas la fermer et agir normalement. Maman, ça n'a aucun sens. Pourquoi c'est le premier bébé de la maison, a-t-elle claqué, sa voix montant vers un ton aigu qui m'a fait tressaillir. Tes grands-parents offrent un chèque de 50,000 $ pour le premier petit enfant, et je veux que ta sœur tombe enceinte en premier pour qu'elle l'obtienne. Ferme-la. Je la fixais, incapable de traiter ce que j'entendais. Ma sœur, Nathalie, était mariée à son mari, Derek, depuis 6 ans. Ils essayaient d'avoir un bébé depuis 2 ans, passant par des traitements de fertilité que mes parents avaient aidé à payer. Mais ce n'est pas juste, les mots ont jailli de moi. Tu ne peux pas simplement décider qui obtient quoi, en te basant sur un calendrier que tu as inventé dans ta tête. C'est mon bébé, ma vie. Juste. Elle a ri, un son dur qui a résonné contre les murs tapissés de livres. La vie n'est pas juste, ma chérie. Nathalie a besoin de cet argent pour la prochaine série de FIV. Toi et Tyler vous en sortez bien financièrement. C'est une question de priorité familiale. Priorité familiale? Et qu'en est-il de la porte s'est ouverte brusquement. Nathalie se tenait dans l'encadrement, ses cheveux blonds formant des ondulations parfaites, portant une robe de créateur qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Elle avait dû arriver pendant que nous parlions.
Qu'est-ce qui se passe? Ses yeux bleus passaient de maman à moi. Je pouvais vous entendre toutes les deux depuis le couloir. Maman a ouvert la bouche, mais j'ai parlé en premier. Je suis enceinte, Nat. Et maman vient de me dire que je ne peux pas l'annoncer à cause de l'argent de papy et mamie. Le visage de Nathalie est passé par plusieurs émotions en succession rapide, le choc, la blessure, la colère, et enfin, quelque chose de froid et de calculateur, que je n'avais jamais vu auparavant. Elle s'est tournée vers maman. C'est vrai? Elle est vraiment enceinte? Oui, mais on peut gérer ça, a dit maman rapidement. Je lui ai déjà dit de rester silencieuse. Rester silencieuse. La voix de Nathalie est montée d'une octave. Maman, il n'y a qu'un seul moyen de la faire taire. Elle s'est jetée sur moi. J'ai trébuché en arrière, m'enheurtant le coin du bureau de papa. Les mains de Nathalie cherchaient mes bras, ses ongles parfaitement manucurés comme des griffes. Je me suis dégagé et j'ai couru vers la porte, mon cœur battant si fort que je pensais qu'il allait exploser. « Arrête là !» a hurlé Nathalie. J'ai atteint le couloir, mes chaussures plates glissant sur le parquet. La cuisine était juste devant. Si je pouvais sortir, atteindre ma voiture. Quelque chose de brûlant et de terrible a frappé l'arrière de ma tête, et s'est déversé dans mon cou et sur mes épaules. La douleur a été immédiate et totale, comme si chaque terminaison nerveuse de mon corps avait été incendiée. J'ai crié, un son que je ne reconnaissais pas comme venant de ma propre gorge. Mes jambes ont cédé et je me suis effondré sur le sol, le monde basculant sur le côté. À travers la brume de l'agonie, j'ai entendu des voix. Papa qui criait, des pas lourds, quelqu'un qui pleurait. Ma vision s'est brouillée, puis s'est assombrie sur les bords. La dernière chose que j'ai vue avant que la conscience ne m'échappe, c'était maman debout au-dessus de moi, la bouilloire vide pendante à sa main, son visage complètement inexpressif. Quand j'ai ouvert les yeux, tout était blanc. Des dalles de plafond blanches, des murs blancs, des draps blancs remontaient jusqu'à ma poitrine. L'odeur antiseptique d'un hôpital remplissait mon nez. Un bip régulier venait de ma gauche, et quand j'ai tourné la tête lentement parce que même ce petit mouvement envoyait des douleurs fulgurantes dans mon crâne, j'ai vu une perfusion connectée à mon bras. Vous êtes réveillé. Une infirmière est apparue dans mon champ de vision, une femme au visage bienveillant avec des mèches grises dans ses cheveux noirs. Comment vous sentez-vous? Quoi? Ma gorge ressemblait à du papier de verre. Que s'est-il passé? Vous avez été admise avec des brûlures au 2e et 3e degré couvrant environ 15% de votre corps, votre cuir chevelu, votre cou, le haut de votre dos et votre épaule droite. Vous avez été inconsciente pendant environ 6 heures. Elle a ajusté quelque chose sur la perfusion. Le médecin va passer sous peu pour vous parler. 6 heures. Le souvenir est revenu en force. Le visage de maman, la bouilloire, la douleur cuisante. Ma main s'est portée instinctivement à mon ventre. Mon bébé. Est-ce que mon bébé va bien? L'expression de l'infirmière a changé, la compassion envahissant ses traits. Elle a appuyé sur le bouton d'appel. Laissez-moi aller chercher le docteur Patterson tout de suite. Le médecin était une femme de grande taille, dans la cinquantaine, avec des yeux fatigués. Elle a tiré une chaise à côté de mon lit et a pris ma main, son expression grave. Je suis profondément désolé, a-t-elle dit doucement. Quand vous êtes arrivé, vous étiez en état de choc sévère à cause des brûlures et du traumatisme. Votre corps subissait un stress immense. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais vous avez commencé à faire une hémorragie environ 90 minutes après votre arrivée. Malgré notre intervention, la grossesse n'a pas pu être maintenue. Je suis vraiment désolé pour votre perte. Les mots n'avaient aucun sens au début. Ils flottaient dans l'air entre nous. Des syllabes sans signification. Puis la réalité s'est abattue sur moi, et je ne pouvais plus respirer. Mon bébé. Le bébé de Tyler. Parti. Non, ai-je chuchoté. Non, ça ne peut pas être vrai. J'allais bien. Tout allait bien. Je suis vraiment désolé pour votre perte. Le docteur Patterson a serré ma main. Nous avons des conseillers disponibles si vous souhaitez parler à quelqu'un. Et je dois vous demander, vous souvenez-vous de ce qui s'est passé? Votre famille a dit que c'était un accident, que vous aviez été imprudente dans la cuisine, mais vos blessures correspondent à... Elle s'est tue alors que la porte s'ouvrait. Maman est entrée, papa juste derrière elle. Il avait l'air anéanti, le visage pâle et tiré. L'expression de maman était plus difficile à lire,
mais quand elle a vu que j'étais réveillé, quelque chose a scintillé dans ses yeux. Nous allons vous laisser un peu d'intimité, a dit le docteur Patterson en se levant. Mais je reviendrai vous voir bientôt. Dès que la porte s'est refermée, papa s'est précipité à mon chevet. Dieu merci, tu es réveillé. Nous étions si inquiets. Inquiets. Le mot est sorti durement. Vous m'avez jeté de l'eau bouillante dessus. C'était un accident, a dit maman rapidement. Elle s'est déplacée pour se tenir au pied de mon lit, ses mains jointes devant elle. Tu courais dans la cuisine, en agissant de manière hystérique. La bouilloire était dans ma main, et tu m'as bousculé. J'ai essayé de te prévenir. Je l'ai fixé, incrédule. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Tu me l'as jeté dessus exprès. Tu es confuse, chérie. Sa voix était douce, rodée. Le traumatisme, la douleur, ça affecte ta mémoire. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Tu as été imprudente, et il y a eu un accident. C'est tout. Tout le monde. J'ai regardé papa. Tu crois ça? Il ne voulait pas croiser mon regard. J'étais dans la salle à manger quand c'est arrivé. Le temps que j'arrive à la cuisine, tu étais déjà par terre. Ta mère a dit que tu avais eu un accident et Elle ment. J'ai essayé de m'asseoir, mais une douleur a traversé mon dos, et je suis retombé contre les oreillers. Elle m'a jeté cette bouilloire dessus parce que j'étais enceinte, et qu'elle voulait que Nathalie ait l'argent de papy et mamie. Où est Nathalie de toute façon? Elle est très bouleversée, a dit maman. Cela a été traumatisant pour toute la famille. Mais ce qui compte maintenant, c'est que tu te reposes et que tu récupères. Le médecin a dit que les brûlures guériraient avec des soins appropriés. Tu auras quelques cicatrices, mais rien de trop grave. Les brûlures vont guérir? Ma voix s'est élevée. Et mon bébé? J'ai perdu mon bébé à cause de toi. Maman s'est penchée plus près, et quand elle a parlé, sa voix était assez basse pour que je sois la seule à l'entendre. Parfait. Maintenant, c'est ta sœur qui aura ses 50,000 $. Les mots ont été prononcés avec un léger sourire, à peine perceptible. Papa regardait par la fenêtre et a complètement raté ça. Mais moi, je l'ai vu. J'ai vu la satisfaction dans ses yeux, la torsion cruelle de sa bouche. Quelque chose en moi s'est brisé. Ou peut-être que cela s'est cristallisé, durci en quelque chose de tranchant et d'indestructible. Sortez, ai-je dit. Tous les deux, sortez maintenant. Chérie, tu es bouleversée, a commencé papa. Sortez. Une infirmière s'est précipitée, alertée par les moniteurs montrant mon rythme cardiaque qui s'emballait. Elle a fait sortir mes parents, murmurant quelque chose sur la nécessité de me garder calme. Quand la porte s'est finalement refermée derrière eux, j'ai laissé couler les larmes. Mais même pendant que je pleurais, mon esprit travaillait, planifiait, parce que je n'en avais pas fini avec eux. Loin de là. Tyler est arrivé le lendemain matin, ayant pris le premier vol depuis Chicago. Il m'a tenu pendant que je lui racontais tout, sa mâchoire se serrant plus fort à chaque mot. Quand j'ai fini, il est resté silencieux un long moment. On porte plainte, a-t-il dit finalement. Agression, mise en danger d'autrui. Tout ce qu'il faudra. Ça ne marchera pas. Elle prétend que c'était un accident. Papa va la soutenir, et Nathalie aussi. C'est ma parole contre la leur. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Je l'ai regardé. Cet homme qui est resté à mes côtés à travers tout, dont je portais l'enfant. Je veux les détruire complètement. Au cours de la semaine suivante, pendant que je récupérais à l'hôpital, j'ai passé des appels. Le premier était à une avocate nommée Patricia Morgan, un requin en tailleur de créateur spécialisé dans le droit de la famille et les dommages corporels. Je lui ai tout raconté, y compris le détail sur les 50,000 $. C'est un mobile, a-t-elle dit en prenant des notes sur sa tablette. Mais sans témoin prêt à témoigner, ça va être difficile. Cependant, il y a d'autres approches que nous pouvons adopter. Comme quoi? Eh bien, pour commencer, nous documentons tout. Les dossiers médicaux, votre témoignage, les circonstances. Nous déposons une main courante, même si cela ne mène pas à des accusations. Nous créons une trace écrite. Et ensuite, elle a souri, et ce n'était pas une expression gentille, ensuite, nous nous penchons sur la planification successorale de vos grands-parents. L'hôpital est devenu ma maison temporaire.
4 jours se sont étirés en 9, alors que les médecins surveillaient ma guérison. Les brûlures étaient étendues, 15% de la surface de mon corps, ce qui me mettait à risque sérieux d'infection et de complications. Certaines zones sur le haut de mon dos et mon épaule droite avaient subi des dommages au 3e degré, là où l'eau avait trempé le tissu fin de ma robe et était restée contre ma peau. Il voulait assurer une guérison correcte, et surveiller les signes d'infection qui pourraient devenir mortels. Le traumatisme émotionnel de la perte du bébé signifiait que j'étais aussi sous observation psychiatrique. Une conseillère en deuil nommée Dr Sandra Williams me rendait visite quotidiennement, sa voix douce posant des questions auxquelles je ne voulais pas toujours répondre. Tyler quittait à peine mon chevet, sauf pour aller chercher de la nourriture ou des vêtements propres dans notre appartement à l'autre bout de la ville. Il avait installé un bureau de fortune dans le coin de ma chambre, son ordinateur portable en équilibre sur ses genoux alors qu'il travaillait à distance. Son entreprise s'était montrée compréhensive face à la situation, bien qu'il ait été prudent quant aux détails qu'il partageait. Urgence familiale couvrait une multitude de péchés. Le 3e jour, ma cousine Ashley est venue me rendre visite. C'était la fille du frère de papa, quelqu'un dont j'avais toujours été proche en grandissant. Elle a apporté des fleurs, des tournesols jaunes vifs qui semblaient trop joyeux pour la chambre d'hôpital stérile, et une boîte de biscuits faits maison. Tout le monde en parle, a-t-elle dit après que nous ayons épuisé les banalités. Elle s'est assise sur la chaise que Tyler avait libérée pour nous donner un peu d'intimité. De ce qui s'est passé. La version de tante Catherine ne tient pas debout. Je l'ai regardée attentivement. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle dit que tu courais partout comme une folle, que tu l'as bousculée et que la bouilloire s'est renversée. Mais Sarah était là. Sarah était une autre cousine, la fille de l'oncle Paul. Elle a dit qu'elle avait entendu des cris avant le hurlement. Elle a dit que ça avait l'air d'une dispute à propos de quelque chose d'important. Mon pouce est accéléré. Serait-elle prête à dire ça officiellement? À la police? Ashley s'est mordu la lèvre. Je ne sais pas. Sa mère, tante Linda, est très proche de ta mère. Il y a une pression sur Sarah pour qu'elle se taise, pour ne pas faire de vagues. Tu sais comment est cette famille. Je le savais. La règle tacite avait toujours été de garder les affaires de famille privées, de présenter un front uni au monde extérieur, peu importe ce qui se passait derrière les portes closes. C'est comme ça que maman s'en était tirée avec son comportement contrôlant pendant des années. Comment le problème d'alcool de papa pendant mon adolescence avait été mis sous le tapis. Comment l'attitude de gamine gâtée de Nathalie avait été excusée comme étant juste sa personnalité. Je ne me tairai pas cette fois, ai-je dit fermement. Ce qu'elle a fait, Ashley. J'ai perdu mon bébé. Et elle a souri à ce sujet. Les yeux d'Ashley se sont écarquillés. Elle a quoi? Je lui ai raconté le commentaire chuchoté dans la chambre d'hôpital, la satisfaction de maman à l'idée que Nathalie obtienne l'argent. J'ai regardé l'expression d'Ashley passer du choc au dégoût, puis à la colère. C'est diabolique, a-t-elle soufflé. C'est vraiment diabolique. Je savais que tante Catherine pouvait être dure, mais ça. Est-ce que tu m'aideras, ai-je demandé. Pas seulement avec Sarah, mais avec tout ce qui pourrait arriver. Je vais m'en prendre à elle, H. Je m'en prends à toutes les deux, maman et Nathalie. Et j'ai besoin de gens qui sont avec moi. Elle s'est penchée et a serré ma main, faisant attention à éviter la perfusion. Tout ce dont tu as besoin. Je suis partante. Cette conversation fut la première fissure dans le mur de silence unifié de la famille. Ashley a commencé à parler à d'autres cousins, sondant qui avait vu quoi, qui pourrait être prêt à parler. Elle a découvert que l'oncle Robert, le plus jeune frère de papa, était arrivé à la maison quelques minutes seulement après l'incident. Il m'avait vu par terre, avait entendu l'explication frénétique de maman, mais il avait aussi remarqué la distance entre l'endroit où j'étais tombé et celui où se trouvait la cuisinière. L'angle n'avait aucun sens pour un renversement accidentel. Il est prêt à témoigner s'il le faut, a rapporté Ashley lors de sa visite suivante. Il n'a jamais aimé la façon dont tante Catherine vous traitait différemment, toi et Nathalie, de toute façon. Il a dit qu'elle avait toujours favorisé Nat. La plainte a été déposée le 5e jour. L'inspectrice Maria Santos est venue dans ma chambre d'hôpital avec un carnet et une expression compatissante qui, je commençais à l'apprendre, signifiait « ça ne mènera probablement nulle part, mais on va essayer ». Elle a pris ma déposition, photographié mes blessures, et a promis d'interroger les membres de la famille qui étaient présents. 2 jours plus tard, elle est revenue avec de mauvaises nouvelles. Tout le monde s'en tient à l'histoire de l'accident.
Votre mère, votre sœur, même votre père. Les cousins qui auraient pu voir quelque chose sont soudainement incertains de ce qu'ils ont entendu. Sans preuve matérielle ou témoin crédible prêt à contredire le récit de votre mère, le procureur ne poursuivra pas, et pour tentative d'agression? Mise en danger d'autrui? Même problème. C'est votre parole contre la sienne, et elle a plusieurs personnes qui soutiennent sa version. Je suis désolé. Je vous crois, pour ce que ça vaut. Mais croire ne suffit pas pour une affaire pénale. Après son départ, j'ai pleuré des larmes de frustration et de colère. Tyler m'a tenu, sa propre colère émanant de lui par vagues. Ce n'est pas fini, répétait-il. Nous trouverons un autre moyen. Le bureau de Patricia Morgan se trouvait dans un gratte-ciel élégant du centre-ville, tout en verre et en acier, avec des œuvres d'art coûteuses au mur. Quand j'ai enfin quitté l'hôpital, Tyler m'y a conduite pour notre première session stratégique officielle. Mes brûlures étaient encore sensibles, couvertes de bandages spécialisés qui devaient être changés 2 fois par jour. Je bougeais avec précaution, chaque mouvement étant un rappel de ce qui m'avait été fait. Le tribunal civil a une charge de la preuve moins élevée que le pénal, a expliqué Patricia, étalant des documents sur sa table de conférence. Nous n'avons pas besoin de preuves au-delà de tout doute raisonnable. Nous devons juste montrer qu'il est plus probable qu'improbable que votre mère vous ait blessé délibérément. Les preuves médicales aident. La gravité et la configuration des brûlures, l'emplacement sur votre corps. Un expert médical pourrait témoigner que ces blessures sont incompatibles avec un simple renversement. Mais vous aviez dit qu'il y avait une autre approche, ai-je rappelé. Quelque chose à propos de la succession de mes grands-parents? Exact. Voici ce que je pense. Vos grands-parents sont âgés mais toujours sains d'esprit, n'est-ce pas? Oui. Papy vient d'avoir 82 ans. Mamie en a 79. Ils sont tous les deux en bonne santé, ils voyagent encore constamment. Bien. Cela signifie qu'ils peuvent modifier leur planification successorale s'ils le souhaitent. Si nous pouvons leur présenter la preuve de ce qui s'est réellement passé, pas seulement votre témoignage, mais des preuves documentées, ils pourraient décider de réviser leur testament. Ce cadeau de 50,000 $, ce n'est rien comparé à ce que votre mère est censée hériter à leur décès. Nous parlons de millions en biens immobiliers, comptes d'investissement, police d'assurance vie. Je me suis adossé, la compréhension se faisant jour. Vous voulez la frapper là où ça fait vraiment mal. L'argent auquel elle tient vraiment. Exactement. Mais pour faire ça, nous avons besoin de plus que votre parole. Nous avons besoin de preuves que même vos grands-parents ne peuvent ignorer. C'est laquelle a suggéré le détective privé. James Rodriguez nous a rencontrés dans un café à Ohio City, assez loin du quartier de mes parents pour ne pas risquer de croiser quelqu'un qui nous connaissait. Il avait la cinquantaine, des cheveux grisonnants, et ce genre d'yeux attentifs qui ne rate rien. Autour d'un café brûlé et de scones rassis, il a exposé ses premières découvertes. J'ai commencé par votre sœur comme vous l'avez demandé, a-t-il dit, glissant un dossier sur la table. Je l'ai suivie pendant une semaine complète pour établir ses habitudes et ses routines. Elle a un emploi du temps régulier, salle de sport le matin, déjeuner avec des amis, shopping l'après-midi. Mais à 4 reprises au cours de ma surveillance, elle a dévié de ce schéma. Il a sorti une série de photographies, Nathalie entrant dans un bâtiment médical, Nathalie dans un parking parlant à un homme en blouse blanche, Nathalie et le même homme prenant un verre au bar d'un hôtel, assis beaucoup plus près que ne le devrait un médecin et sa patiente. C'est le docteur Marcus Webb, a continué James. 43 ans, marié, 2 enfants en banlieue. C'est son spécialiste de la fertilité depuis 18 mois. Selon les dossiers de la clinique, que j'ai obtenus grâce à un contact qui travaille à la facturation médicale, votre sœur a eu 23 rendez-vous durant cette période. Ça semble beaucoup, a dit Tyler. Ça l'est, surtout quand on considère qu'un cycle moyen de FIV implique peut-être 6 à 8 rendez-vous étalés sur plusieurs semaines. 23 rendez-vous en 18 mois suggèrent soit de graves complications, soit, il a fait une pause significative, tout autre chose. Je me suis penché en avant, ignorant le tiraillement de la peau en guérison dans mon dos. Vous pensez qu'il simule les traitements? Je pense que certains traitements sont assez réels pour maintenir l'apparence d'essai, mais je pense aussi qu'un nombre significatif de ces rendez-vous n'ont jamais réellement eu lieu. Regardez ça. Il a sorti un tableau. Ce sont des demandes de remboursement d'assurance déposées par la clinique du Dr Webb au nom de vos parents. Procédure de prélèvement d'ovules, transfert d'embryons, traitements hormonaux,
test génétique. Chacun facturé à des milliers de dollars. L'assurance de vos parents a payé plus de 30,000 $ rien que l'année dernière. Jésus, ai-je chuchoté. Voici où ça devient intéressant. J'ai parlé à une infirmière de la clinique. Officieusement, elle était très nerveuse à l'idée de me parler. Elle a dit que le Dr Webb a un historique de, disons, pratique de facturation créative. Rien qui n'ait été prouvé, mais assez de rumeurs pour que certains autres membres du personnel aient commencé à documenter les irrégularités. Elle a mentionné que votre sœur vient pour des rendez-vous qui n'apparaissent pas dans les journaux de procédure. La main de Tyler a trouvé la mienne sous la table. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie qu'ils apparaissent comme des rendez-vous dans le système informatique, assez pour générer une facture à l'assurance, mais il n'y a aucune trace d'un véritable acte médical effectué. Pas d'infirmière présente, pas d'équipement utilisé, rien. Juste le Dr Webb et votre sœur dans une salle d'examen avec la porte verrouillée. Les implications étaient claires. J'avais la nausée, bien que je ne puisse dire si c'était de dégoût ou de vindicte. Pouvez-vous prouver ça, ai-je demandé. J'y travaille. L'infirmière est prête à fournir des documents si nous pouvons garantir sa protection. Elle s'inquiète de perdre son emploi ou de subir des représailles de la part du Dr Webb. Je me penche aussi sur le côté financier. Si de l'argent circule entre votre sœur et ce médecin au-delà des paiements d'assurance, il y aura une trace. Compte bancaire, retrait d'espèces, dépôts inexpliqués. Donnez-moi encore 2 semaines. Ces 2 semaines ont semblé interminables. J'étais retourné dans l'appartement que Tyler et moi partagions à Tremont, un 3e étage sans ascenseur avec des parquets qui grincent et une vue sur les toits de la ville. Être à la maison aurait dû être réconfortant, mais tout me rappelait le bébé que j'avais perdu. La chambre d'enfant que nous avions commencé à planifier. Les livres de grossesse empilés sur ma table de nuit. Les vêtements de maternité que j'avais été si excité d'acheter, toujours dans les sacs de course dans le placard. Le docteur Williams, ma conseillère en deuil, venait pour des visites à domicile 2 fois par semaine. Elle m'encourageait à parler de la perte, à traiter le traumatisme séparément de la colère envers ma famille. Le deuil et la vengeance sont 2 choses différentes, disait-elle doucement. L'un vous guérira, l'autre vous rendra juste amer. Et si j'avais besoin des 2? Ai-je demandé. Elle a réfléchi à cela. Alors soyez intentionnel à ce sujet. Sachez quelle émotion vous ressentez à tout moment et pourquoi. Ne laissez pas la colère consumer le chagrin, parce que vous avez besoin de faire votre deuil. Vous avez perdu un enfant. Cela mérite d'être pleuré pour ce que c'est, pas juste comme une arme contre votre mère. J'ai essayé de suivre son conseil. Certains jours étaient plus faciles que d'autres. Tyler m'aidait en créant des rituels. Nous avons planté un arbre dans un parc local en mémoire du bébé que nous avions perdu, un petit érable qui grandirait et changerait avec les saisons. Nous avons écrit des lettres à l'enfant que nous ne rencontrerions jamais, puis les avons brûlées dans notre cheminée, regardant la fumée emporter nos mots. Mais sous le chagrin, la colère bouillonnait. Chaque fois que je changeais les bandages de mes brûlures, je pensais à la main de maman sur cette bouilloire. Chaque fois que je surprenais mon reflet et voyais la peau rougie sur mon cou, je me souvenais de son « parfait » chuchoté. James a appelé un jeudi après-midi. J'ai quelque chose. Pouvez-vous venir à mon bureau? Son bureau était un espace exigu au-dessus d'un salon de tatouage, des papiers empilés partout, et un ancien écran d'ordinateur clignotant sur un bureau qui avait connu des jours meilleurs. Mais quand il a étalé ses découvertes, toute inquiétude concernant ses compétences organisationnelles s'est évanouie. Votre sœur et le Dr Webb ont un compte bancaire commun, a-t-il dit, surlignant des entrées sur une impression. Il a été ouvert il y a 8 mois, juste au moment où leur liaison semble avoir commencé. Regardez ces dépôts. Ils correspondent exactement aux dates des traitements dont l'infirmière dit qu'ils n'ont jamais eu lieu. Quelqu'un dépose l'argent des remboursements d'assurance sur ce compte. De combien parle-t-on? 23 418 $. De plus, vos parents ont donné de l'argent liquide à votre sœur pour des traitements supplémentaires non couverts par l'assurance. Selon les relevés de carte de crédit de votre père, il a sorti une autre pile de papier, il a retiré environ 20,000 $ en espèces au cours de l'année passée. Les retraits sont toujours juste en dessous de 10,000 $ à la fois. Pourquoi ce montant précis, a demandé Tyler. Les banques sont tenues de signaler les transactions en espèces de 10,000 $ ou plus au gouvernement fédéral.
Votre père pensait probablement être malin en restant sous la limite. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que faire des retraits répétés juste en dessous du seuil s'appelle du fractionnement, et c'est en fait illégal. Les banques surveillent exactement ce schéma et déposent des rapports d'activité suspectes. Si l'IRS se penche un jour sur les finances de vos parents, ces retraits vont lever de gros drapeaux rouges. J'ai assimilé cette information. Papa essayait de cacher les paiements en espèces, ce qui signifiait qu'à un certain niveau, il savait que quelque chose n'allait pas dans ce que Nathalie leur racontait. Donc, entre la fraude à l'assurance et les paiements en espèces, nous regardons un total de plus de 40,000 $, a continué James. L'argent de l'assurance, environ 30,000 $, a été déposé sur le compte conjoint par incrément correspondant à la facturation frauduleuse. Votre sœur et le docteur Webb ont dépensé depuis ce compte, restaurant, hôtel, shopping. Ils ont déjà dépensé environ 7,000 $, laissant les 23,000 $ que j'ai mentionnés. Et elle l'a empoché, a dit Tyler. Utilisé pour financer sa liaison. C'est mon évaluation. J'ai aussi des photos d'eux dans des hôtels à Akron, Columbus et Pittsburgh. Toujours le même schéma, ils s'enregistrent séparément, partent séparément, mais ma surveillance les montre ensemble dans la chambre. En voici une de la semaine dernière. Il a fait glisser une photo de Nathalie et du docteur Webb s'embrassant dans un couloir d'hôtel, sa main sur sa taille. J'ai fixé l'image, cette preuve de la double vie de ma sœur. Derek n'en a aucune idée, n'est-ce pas? Aucune. J'ai aussi fouillé dans ses finances, juste pour être minutieux. Il a mis de l'argent dans un fonds pour l'université, recherché de plus grandes maisons et de meilleures zones scolaires. Le gars pense qu'il est sur le point d'être père. Il ne se doute pas que sa femme dirige une arnaque et couche avec son médecin. Nous devons lui dire, ai-je dit. Patricia n'était pas d'accord quand nous lui avons tout montré lors de notre réunion suivante. Derek est une complication dont nous n'avons pas besoin pour le moment. S'il découvre et confronte Nathalie, elle pourrait détruire des preuves ou s'enfuir. Nous devons attendre d'être prêts à bouger sur tous les fronts simultanément. Cela ne semble pas juste pour lui. La justice est le but ici, pas l'équité, a dit Patricia sans détour. Derek finira par le savoir. Mieux vaut pour lui que cela arrive quand nous aurons tout documenté et verrouillé. Sinon, Nathalie pourrait le convaincre que ce sont tous des mensonges, le faire l'aider à couvrir les choses. Les hommes amoureux font des choses stupides. Elle n'avait pas tort. À contre-cœur, j'ai accepté d'attendre. Les preuves continuaient de s'accumuler. James a trouvé l'infirmière prête à parler. Son nom était Bridget Chen, et elle travaillait à la clinique de fertilité depuis 6 ans. Elle avait remarqué les irrégularités dans la facturation du docteur Webb et avait commencé à tenir ses propres registres lorsque ses inquiétudes auprès de la direction de la clinique avaient été rejetées. Il est charmant, nous a-t-elle dit lors d'une réunion au bureau de Patricia. Tout le monde l'aime, mais je suis dans ce domaine depuis assez longtemps pour savoir quand quelque chose cloche. Les patientes ne subissent pas de procédures qui ne sont pas consignées. Les médicaments ne sont pas distribués sans documentation, et elles ne passent certainement pas 2 heures dans une salle d'examen avec la porte verrouillée et les rideaux tirés. Témoignerez-vous si nécessaire, a demandé Patricia. Bridget a hésité. Si vous pouvez me protéger légalement, oui. J'ai déjà fait des copies des dossiers que je tiens, journaux de rendez-vous, dossiers de facturation, dispense de médicaments, tout ce qui montre les divergences. Nous pouvons vous protéger, Bridget. Et franchement, quand cela sortira, le docteur Webb aura de bien plus gros problèmes qu'une infirmière lanceuse d'alerte. Le conseil médical révoquera sa licence. Les compagnies d'assurance le poursuivront pour fraude. Il pourrait faire face à des accusations criminelles. Bien, a dit Bridget fermement. Il vole les patients et les compagnies d'assurance depuis des années. Quelqu'un doit l'arrêter. Avec le témoignage et la documentation de Bridget, nous avions tout ce qu'il fallait pour prouver la fraude. Mais Patricia en voulait plus. Elle voulait que la liaison soit documentée si minutieusement qu'il ne pourrait y avoir aucun doute, aucune place pour que Nathalie prétende que c'était un malentendu ou une erreur. James a passé une autre semaine à les suivre, construisant une chronologie de leur relation. Reçus d'hôtel, frais de restaurant, un week-end aux chutes du Niagara où ils se sont enregistrés dans une chambre d'hôte sous de faux noms, M et Madame Peterson. Il a même réussi à obtenir un enregistrement d'une conversation téléphonique entre discutant de leur stratégie de sortie, le plan de Nathalie de divorcer de Derek une fois qu'elle aurait assez d'argent de l'arnaque à la fertilité pour prendre un nouveau départ.
Elle est plus froide que je ne le pensais, ai-je dit, écoutant la voix de ma sœur sur l'enregistrement, décontractée et calculatrice alors qu'elle discutait de la destruction de son mariage. Les sociopathes le sont souvent, a observé Patricia. Elle ment à tout le monde depuis des mois. À Derek sur le fait d'essayer d'avoir un enfant, à vos parents sur les traitements, à la compagnie d'assurance sur les procédures. Quelqu'un qui peut maintenir autant de mensonges simultanément a une certaine qualité impitoyable. J'ai pensé à Nathalie en grandissant. L'enfant doré qui ne pouvait rien faire de mal. Combien de fois s'était-elle sortie du pétrin en mentant, battant des cils devant papa jusqu'à ce qu'il la laisse tranquille? Combien de fois maman l'avait-elle couverte, trouvé des excuses, m'avait-elle blâmé à la place? Ce n'était pas un nouveau comportement. C'était juste l'évolution naturelle d'une vie entière à s'en tirer avec tout. Votre sœur Nathalie, a dit James, assis en face de moi dans le bureau de Patricia 2 semaines après ma sortie de l'hôpital. Elle a une liaison avec son médecin de fertilité, un gars nommé Dr Marcus Webb. Ça a commencé il y a environ 8 mois. J'ai cligné des yeux. Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? Peut-être rien. Mais voici la partie intéressante. Le Dr Webb a facturé l'assurance de vos parents pour des traitements de fertilité qui n'ont jamais eu lieu. Lui et Nathalie ont empoché la différence. Nous parlons d'environ 30,000 $ de réclamations frauduleuses au cours de l'année passée. Tyler s'est penché en avant. C'est de la fraude à l'assurance. C'est bien ça, a convenu James. Et vos parents ont financé des traitements supplémentaires de leur poche. Encore 20,000 balles, d'après les relevés bancaires que nous avons obtenus. Le tout allant sur un compte que Nathalie et le Dr Webb partagent. Les pièces ont commencé à se mettre en place. Elle n'essaie pas vraiment de tomber enceinte. Ça n'en a pas l'air. La liaison a commencé juste au moment où elle a prétendu commencer la FIV. Mon avis? Elle et ce médecin ont concocté un plan pour traire vos parents de leur argent pendant qu'ils jouaient à la maison ensemble. Peut-on prouver ça? A demandé Patricia. J'ai des relevés bancaires, des reçus d'hôtel, des journaux d'appel et des photos, plus une déclaration d'une infirmière de la clinique qui a eu des soupçons sur les irrégularités de facturation. Elle était sur le point de le signaler quand le Dr Webb lui a soudainement donné une augmentation généreuse. Ça ressemble au prix du silence. Je me suis adossé dans mon fauteuil, mon esprit tourbillonnant. On peut utiliser ça. On peut faire plus que ça, a dit Patricia. On peut s'en servir comme levier. L'argent de vos grands-parents. Quand prévoyait-il de le donner? Le chèque devait être présenté au dîner de Thanksgiving. Il voulait faire une grande annonce. Célébrer le premier arrière-petit-enfant. Thanksgiving est dans 3 semaines. Patricia a tambouriné ses doigts sur son bureau. Voici ce que je pense. Nous ne révélons pas ce que nous savons d'ici là. Nous laissons votre famille penser qu'elle s'en est tirée avec tout. Et ensuite, à ce dîner, nous brûlons tout. Tyler avait l'air incertain. C'est assez dramatique. Ils ont essayé de tuer notre bébé, ai-je dit doucement. Dramatique est le minimum de ce qu'il mérite. Les 3 semaines suivantes ont été les plus longues de ma vie. Je devais jouer le rôle de la belle-fille se remettant de son accident. Je prenais les appels de maman, écoutais sa fausse inquiétude sur la guérison de mes brûlures. J'acceptais les excuses soigneusement formulées de Nathalie pour ne pas avoir été là pour moi pendant cette période difficile. J'ai même accepté de venir au dîner de Thanksgiving chez mes grands-parents. Maman avait laissé échapper lors d'un de nos appels téléphoniques que Nathalie avait de bonnes nouvelles à partager, à Thanksgiving, laissant entendre qu'elle était enfin enceinte. Le timing était presque risible. Bien sûr, Nathalie annoncerait soudainement une grossesse juste au moment où papy et mamie prévoyaient de donner leur cadeau. Que ce soit réel ou un autre mensonge, je ne le savais pas et je m'en fichais. Dans tous les cas, son monde était sur le point de s'effondrer. Mamie Shirley et papy Frank vivaient dans une vaste maison coloniale à Shaker Heights, le genre de maison qui apparaissait dans les magazines. Ils avaient bâti leur fortune dans l'immobilier et passaient leur retraite à voyager entre leurs maisons de Cleveland, de Floride et du Maine. Les 50,000 $ étaient de la monnaie de poche pour eux, mais ils avaient toujours cru qu'il fallait marquer les grandes occasions familiales par des cadeaux généreux. La salle à manger était magnifiquement décorée pour Thanksgiving, des fleurs d'automne dans des vases en cristal, de la porcelaine qui était dans la famille depuis des générations, des bougies jetant une lumière chaude sur tout. 20 personnes étaient réunies autour de la grande table, mes grands-parents, mes parents, Nathalie et Derek, divers oncles,
tantes et cousins. J'étais assise entre Tyler et ma cousine Ashley, poussant la nourriture dans mon assiette. Les brûlures sur mon cou et mon cuir chevelu avaient guéri en marques rouges et fâchées que le maquillage ne pouvait pas tout à fait cacher. J'ai surpris maman les regardant plusieurs fois, une lueur de quelque chose culpabilité? Satisfaction? Traversant son visage à chaque fois. Le dessert était servi quand Papy Frank s'est levé, tapotant son verre de vin avec une cuillère. J'aimerais faire une annonce, a-t-il dit, sa voix portant à travers la table. Shirley et moi attendons ce moment depuis longtemps. Nathalie s'est redressée, cherchant la main de Derek. Ses yeux brillaient d'anticipation. Elle pensait que c'était son moment. Nous avons décidé il y a des années, a continué Papy, que nous voulions célébrer l'arrivée de notre premier arrière-petit-enfant avec un cadeau financier important. 50,000 $ pour aider à l'avenir du bébé. Nous comprenons que Nathalie a des nouvelles à partager ce soir et nous espérons. En fait, Papy, avant que tu continues, j'ai quelque chose à dire. Je me suis levé, le cœur battant. Patricia m'avait conseillé de rester calme, de présenter les faits clairement. J'étais enceinte. 12 semaines. J'allais l'annoncer au dîner de maman et papa il y a 3 semaines. Des halètements autour de la table. La main de mamie Shirley a volé à sa bouche. Les sourcils de Papy se sont froncés de confusion. Mais j'ai perdu le bébé, ai-je continué. Je l'ai perdu parce que maman m'a jeté une bouilloire d'eau bouillante dessus quand j'ai refusé de garder le silence sur ma grossesse. Ce n'est pas vrai. Maman était debout, le visage rouge. C'était un accident. Tu as été imprudente. Elle me l'a jeté dessus parce qu'elle voulait que Nathalie ait votre argent, ai-je dit, parlant directement à mes grands-parents. Elle m'a dit de me taire pour que Nathalie puisse annoncer sa grossesse en premier et réclamer les 50,000 $. C'est insensé, a dit Nathalie, mais sa voix tremblait. Maman ne ferait jamais. Sauf que Nathalie n'essaie pas vraiment de tomber enceinte. N'est-ce pas, Nat? Tyler s'est tenu à côté de moi, sortant un dossier du sac à ses pieds. Elle a une liaison avec son spécialiste de la fertilité, le docteur Marcus Webb. Ils commettent une fraude à l'assurance, en facturant à l'assurance de maman et papa des traitements qui n'ont jamais eu lieu. 23 procédures de fertilité au cours de l'année passée, toutes fabriquées. Ils ont partagé les remboursements d'assurance et empoché l'argent que maman et papa leur ont donné pour des traitements supplémentaires. Il a fait glisser des photographies sur la table, Nathalie et un bel homme dans la quarantaine entrant dans un hôtel, la même paire au restaurant, se tenant la main par-dessus la table, des relevés bancaires surlignés en jaune. Ce sont des faux, a balbutié Nathalie. Vous avez truqué ces photos. Nous avons un expert comptable judiciaire qui serait heureux de témoigner du contraire, ai-je dit. Nous avons aussi une déclaration d'une infirmière de la clinique. Le docteur Webb a essayé d'acheter son silence, mais elle est prête à parler à la compagnie d'assurance et à la police. Derek fixait Nathalie, son visage vidé de toute couleur. C'est vrai? Elle n'a pas répondu, son regard verrouillé sur les photographies. Donc, laissez-moi résumer, ai-je dit, ma voix stable malgré le tremblement de mes mains. Maman m'a agressé, me faisant perdre mon bébé, tout ça pour que Nathalie puisse faire semblant de tomber enceinte et réclamer de l'argent à papy et mamie. De l'argent qu'elle allait utiliser pour continuer sa liaison et son arnaque. Est-ce que ça résume bien la situation? Le silence était assourdissant. Maman s'était renfoncée dans sa chaise, le visage livide. Papa avait l'air d'être sur le point de vomir. Le calme parfait de Nathalie s'était complètement brisé. La voix de Papy Frank a coupé le calme comme un couteau. Catherine, est-ce que ce que tu dis est vrai? À propos de la bouilloire? C'était un accident, a chuchoté maman. Je ne voulais pas, tu m'as dit à l'hôpital que c'était parfait que j'ai perdu le bébé, ai-je dit. Tu as souri quand tu l'as dit. Maintenant, c'est ta sœur qui aura ses 50,000 $. C'étaient tes mots exacts. Mamie Shirley pleurait silencieusement, des larmes coulant sur ses joues ridées. Plusieurs de mes cousins chuchotaient entre eux, lançant des regards choqués à ma mère et ma sœur. Je veux que vous partiez toutes les deux, a dit Papy, sa voix tremblant de rage. Catherine, Nathalie, sortez de ma maison maintenant. Papa, s'il te plaît, a commencé maman. Maintenant. Je ne l'avais jamais entendu crier auparavant. Personne d'autre non plus, à en juger par les réactions stupéfaites. Maman et Nathalie se sont levées, leurs mouvements saccadés et incertains.
Nathalie a attrapé son sac à main tandis que Derek restait assis, fixant la table. Papa avait l'air déchiré, regardant tour à tour sa femme et son père. « Georges, a dit papy à mon père. Tu peux rester ou partir, mais si tu choisis de partir avec elle, tu choisis de soutenir ce qu'elle a fait. Réfléchis bien. » Papa est resté assis. Maman est partie seule, Nathalie traînant derrière elle. Après leur départ, papy s'est tourné vers moi. « Je suis si profondément désolé pour ta perte, pour ce qui t'est arrivé, et pour tout rôle que notre argent a joué dans cette horreur. Ce n'est pas ta faute, ai-je dit, et je le pensais. Tu ne pouvais pas savoir. » Pourtant, il s'est penché par-dessus la table et a pris ma main. Les 50,000 $ étaient destinés à célébrer une nouvelle vie et la famille. Puisque les actions de ta mère t'ont pris cela, je veux que tu les aies quand même. Utilise-les comme bon te semble. Thérapie, facture médicale, tout ce dont tu as besoin. Papy, tu n'es pas obligé. J'insiste. Et je vais faire quelques changements à mon testament. Catherine et Nathalie ne sont plus bénéficiaires. Ce qu'elles ont fait est impardonnable. Les répercussions se sont déroulées au cours des mois suivants. Maman et papa se sont séparés quand papa a finalement reconnu ce qui s'était vraiment passé ce soir-là dans la cuisine. Il a emménagé dans un appartement au centre-ville et a commencé une thérapie, essayant de traiter son rôle dans le fait d'avoir permis le comportement de maman. Il m'appelait chaque semaine, s'excusant, bien que je n'ai pas encore été prête à lui pardonner. Peut-être un jour. Nathalie et Derek ont divorcé. L'enquête sur la fraude à l'assurance a pris 8 mois, avant que des accusations ne soient officiellement déposées. Pendant ce temps, le Dr Webb a perdu sa licence médicale, lorsque le Conseil de l'Ordre a lancé sa propre enquête. La clinique l'a viré, et sa femme a demandé le divorce. Quand les accusations criminelles sont finalement tombées, Nathalie et le Dr Webb ont tous deux fait face à une peine de prison sérieuse jusqu'à 5 ans chacun pour fraude à l'assurance, complot et vol. Leurs avocats ont négocié des accords de plaidoyer, 2 ans de probation, restitution complète des 43,000 $ qu'ils avaient volés, 500 heures de travaux d'intérêt général chacun, et des marques permanentes sur leur casier. Nathalie a déménagé en Arizona pour vivre avec sa colocataire d'université, coupant les ponts avec tout le monde à Cleveland. Maman a essayé de me contacter plusieurs fois lettres, email, appel sur le téléphone de Tyler quand j'ai bloqué son numéro. Je n'ai jamais répondu. Patricia m'a conseillé de poursuivre une action civile pour l'agression et la perte de ma grossesse, mais honnêtement, j'étais épuisé. L'affaire pénale n'avait mené nulle part, le procureur a refusé de poursuivre sans preuve suffisante de l'intention mais les conséquences sociales étaient suffisantes. Maman a perdu son poste au conseil de charité de l'hôpital quand la nouvelle de ce qu'elle avait fait s'est répandue. Ses amis ont arrêté d'appeler. Elle est devenue une paria dans ses cercles sociaux. Mamie et papy sont restés inébranlables dans leur soutien. Les 50,000 $ sont allés dans un fonds fiduciaire que Tyler et moi avons décidé d'utiliser pour de futurs enfants, quand et si nous étions prêts à essayer à nouveau. Ils ont aussi payé la thérapie dont j'avais besoin pour tout traiter, l'agression, la fausse couche, la trahison de personnes en qui j'avais confiance toute ma vie. Les cicatrices physiques se sont estompées en lignes argentées pâles qui ne se voyaient que lorsque je tirais mes cheveux en arrière. Les cicatrices émotionnelles ont pris plus de temps. J'ai fait des cauchemars pendant des mois, me réveillant en sentant des brûlures fantômes sur ma peau. Tyler m'a tenu à travers tout ça, patient et aimant même quand je le repoussais dans mon chagrin. Il a fallu presque 1 an avant que je puisse penser à essayer d'avoir un autre bébé. Nous avons commencé à travailler avec une thérapeute spécialisée dans la grossesse après une perte. Elle m'a aidé à séparer le traumatisme de l'espoir, la peur de la possibilité. Quand je suis retombée enceinte, je ne l'ai dit à personne sauf à Tyler jusqu'à ce que je sois bien avancé dans mon 2e trimestre. Nous l'avons annoncé discrètement, juste aux personnes en qui nous avions confiance, mamie et papy, la famille de Tyler, nos amis les plus proches. Pas de grand dîner, pas de révélation dramatique. Papa a demandé s'il pouvait être impliqué. Je lui ai dit que j'avais besoin de plus de temps. Peut-être après la naissance du bébé, on verrait. Il a accepté cela, même si je pouvais entendre la tristesse dans sa voix. Maman a envoyé une carte quand elle l'a découvert, probablement par le téléphone arabe familial. Ça disait « Félicitations », rien d'autre. Je l'ai jeté. Mon fils est né un mardi pluvieux d'avril. 3,8 kg de vie hurlante et parfaite. Nous l'avons nommé Jackson, d'après le grand-père de Tyler.
Mamie et papy sont venus à l'hôpital, des larmes coulant sur leur visage alors qu'ils tenaient leur premier arrière-petit-enfant. C'est ce que cela aurait dû être, a chuchoté mamie. De la pure joie. Ils nous ont donné un chèque de 50,000 $, comme ils l'avaient promis toutes ces années auparavant. Mais ils nous ont aussi donné quelque chose de plus précieux, un soutien inébranlable et un amour sans condition ni manipulation. Je n'ai jamais revu maman après ce dîner de Thanksgiving. J'ai entendu par papa qu'elle avait déménagé en Floride, essayant de recommencer quelque part où personne ne connaissait son histoire. Je ne m'en souciais pas assez pour savoir si c'était vrai. Nathalie a envoyé un email quand Jackson avait 3 mois. C'était long et décousu, plein d'excuses, d'explications et de justifications. Elle prétendait qu'elle avait été désespérée, que les traitements de fertilité l'avaient poussée à faire de mauvais choix, qu'elle n'avait jamais voulu que tout cela arrive de cette façon. Elle a dit qu'elle était en thérapie maintenant, travaillant sur elle-même, espérant que nous pourrions éventuellement nous réconcilier. J'ai supprimé l'email sans répondre. Certaines personnes ne méritent pas le pardon. Certains ponts devraient rester brûlés. Ce qu'elles ont fait, ce qu'elles m'ont pris, n'était pas quelque chose qui pouvait être aplani avec des excuses et du temps. Mon premier bébé, celui que j'avais perdu, n'aurait jamais pu exister à cause de leur cupidité et de leur cruauté. Mais Jackson existait. Il était réel, parfait et à moi. Et chaque jour où je le regardais grandir était un cadeau dont maman et Nathalie ne feraient jamais partie. Tyler dit que j'ai gagné parce que j'ai eu ma vengeance, et que je suis passé à autre chose pour construire une belle vie. Peut-être qu'il a raison. L'argent de l'héritage que mamie et papy avaient détourné de maman est allé à moi et à mes cousins à la place. La réputation de maman était ruinée. Nathalie a perdu son mariage, sa liberté pour un temps, et sa relation avec la famille. Mais honnêtement, la vengeance n'est pas ce qui m'a guéri. C'est le moment où j'ai décidé qu'elles ne feraient plus partie de mon avenir. Elles n'ont pas rencontré mon fils. Elles n'ont pas célébré ses premiers pas ni entendu ses premiers mots. Elles ont été coupées complètement et définitivement de toute bonne chose qui est arrivée après. Ce dîner de Thanksgiving a été la dernière fois que je les ai vues comme de la famille. Après ça, c'était juste des gens que je connaissais. Des gens qui ont fait des choix terribles et ont dû vivre avec les conséquences. J'ai avancé. J'ai guéri. J'ai construit une vie pleine de gens qui m'aimaient vraiment, qui ne me feraient jamais de mal comme elles l'avaient fait. Et parfois, tard le soir quand Jackson dort et que la maison est calme, je pense à ce moment à l'hôpital où maman a chuchoté, parfait, avec ce sourire cruel. Je pense à la rage qui m'a rempli, à la froide détermination de les faire payer. Je ne regrette pas une seule chose que j'ai faite pour les démasquer. Elles méritaient chaque conséquence, chaque relation perdue, chaque humiliation publique, chaque porte qui s'est fermée à leur nez. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir mis si longtemps à les voir tels qu'ils étaient vraiment, des gens qui valorisaient l'argent plus que la famille, et qui détruiraient le bonheur de leur propre fille pour une chance d'obtenir 50,000 $. Mais je vois clair maintenant.